Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un nouveau podcast estival cette semaine. Et justement d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, pour les fidèles, vous allez voir qu'on retrouve les traditions de l'été chez Dunk Hebdo cette semaine. Et pour ceux qui nous découvrent donc, sachez qu'en été, on aime beaucoup théoriser autour de la NBA, des différents mots, des différents concepts que vous pouvez entendre durant la saison. Et cette semaine, c'est une mise à jour de concept qu'on vous propose, celui de la fenêtre de titre, un concept qu'on avait donc déjà commencé à évoquer l'été dernier. Et quand je dis on, ils étaient deux à en parler il y a un an. Le premier, c'est Ben qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Ben? Ça va très très bien, Adrien. Effectivement, petite mise à jour parce qu'on en a parlé l'année dernière et on a eu le nez creux, on a fait des erreurs, donc ça méritait d'être mis à jour. Et justement, je le disais, vous étiez deux et le deuxième, il est aussi de retour, c'est Madiane. Comment tu vas, Madiane? Eh ben, épuisé du week-end, mais prêt pour un podcast théorique que j'adore. Donc peut-être un Madiane calme cette semaine. En tout cas, ça vous fait un teasing pour le podcast cette semaine. Et avant justement de rentrer dans ce sujet de la fenêtre de titre en NBA, rappel traditionnel bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur YouTube et ailleurs maintenant, Ben. On est des TikTokers, Adrien. Est-ce que c'est le mot qu'il faut utiliser? Je ne sais pas. Je suis vieux. J'ai dû taper dans Google comment upload une vidéo sur TikTok. Donc effectivement, c'est compliqué. On est sur TikTok, @dunkebdopod. Pas podcast, pod. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. On commence à mettre en place des petits clips extraits du podcast et vous en trouverez là-bas. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je pense que ça s'adressera à la partie un peu plus jeune de nos auditeurs, mais n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Une déclaration plein de vieillesse, Ben. Bienvenue dans l'équipe des vieux C'est Ben. chaud, ouais, c'est chaud. Mais voilà, le rappel protocolaire a été fait avec une nouveauté donc. Et c'est l'heure de marquer une petite pause. On se retrouve pour notre épisode de cette semaine chez Dunk Hebdo pour parler fenêtre de titre. Alors messieurs, comme je le disais en introduction, cette semaine, on va retrouver nos bons vieux épisodes estivaux de chez Dunk Hebdo, nos épisodes plus théorie NBA, on va dire ça comme ça. Et cette semaine, donc, on va revenir sur ce concept que vous aviez évoqué tous les deux l'été dernier, celui de la fenêtre de titre. Alors, avant d'expliquer, comme tu le disais, Ben, ce qui a pu changer, évoluer dans notre manière de penser le concept, on va forcément devoir le redéfinir en quelques mots, tout en vous renvoyant, bien sûr, chers auditeurs, auditrices, vers l'épisode précédent pour une bien plus longue définition. Il y a environ 1h20 de podcast autour de la fenêtre de titre. Mais donc, pour la redéfinition plus rapide de ce début de podcast, Ben, tu as la priorité alphabétique. Comment on définit une fenêtre de titre en NBA? Alors, effectivement, pour un podcast extrêmement théorique, on vous invite à écouter celui de l'année dernière du 1h20. Alors, pour en gros faire un résumé très très compact, on va dire que la fenêtre de titre, c'est la capacité à une équipe à répéter le statut de contender d'année en année. Statut contender qu'on a également défini et peut-être on va redéfinir cette année, hein, mais traditionnellement qui est défini comme celui d'être un des favoris au titre. Et puis ce qu'on avait un peu mis en avant dans ce podcast-là, c'était la définition double de la fenêtre de titre entre une fenêtre théorique qui serait celle de l'été en fait. Donc les favoris pour le titre à ce moment-là, en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, et puis les favoris au titre pratiques qui seraient à l'entame des playoffs, là où d'autres facteurs entreraient en compte, comme le seeding, les états de forme, etc. Donc encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on va plus axer notre propos sur les favoris à l'heure actuelle, ceux qui sont là pendant l'été, c'est-à-dire ce qu'on va appeler tout bonnement les favoris théoriques au titre. Ah, donc il y a cette notion de contender, de fenêtre de titre qui est un peu différent. Madiane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi autour de ça, notamment parce que tu étais là l'année dernière, s'il y a des choses qui se sont apparues depuis? Non, et c'est justement ce qui est important, c'est cette capacité à répéter, et surtout, on a rarement une équipe qui sort de nulle part et qui devient d'un coup, et qui ouvre d'un coup sa fenêtre de titre. Généralement, tu as des apparitions, pour prendre une très bonne analogie, si on regarde les Warriors en 2014, ils se font sortir du coup, donc ils poussent, ils émergent dans la ligue, mais ils se font quand même sortir par les Spurs cette année-là. Et du coup, mais on voit que c'est une équipe émergente. Et quand ils arrivent l'année d'après à l'emporter, on a le reflet d'une projection, d'une progression. Donc, on ne passe quand même que très rarement de rien à tout dans les containers, sauf cas très 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 rares. Oui, parce que vous l'avez bien dit dans l'épisode. On va beaucoup faire
de rappel de cet épisode-là, mais forcément qu'il y avait plusieurs critères qui rentrent en compte, que Ben t'avait notamment parlé du fait que les favoris par exemple de Vegas, on les retrouve souvent en fin de saison. Il y a quelques facteurs qui peuvent s'expliquer, mais voilà, on va beaucoup faire théorie contre pratique, j'ai l'impression, aujourd'hui, en tout cas cette année. Du coup, mettons les pieds dans le plat directement. Il s'est passé quelque chose cette année. Il y a eu ce titre de 2023, et pas que le titre. Il y a le titre des Nuggets. Je vais mettre les deux en parallèle forcément. Le titre des Nuggets, le run du 8, qui sont pas passés loin et qui nous obligent peut-être à revoir certains points. Ben, forcément, ça change des choses parce que les Nuggets, mine de rien, tu les avais vus. Tu les avais peut-être un peu vus quand même l'été dernier. Effectivement, j'ai balancé l'extrait sur Twitter. J'avais mentionné les Nuggets. Après, on a dit beaucoup de choses dans ce podcast. Réécoutez-le avec un peu d'empathie, parce qu'il y a quand même des certaines erreurs. Effectivement, en 2022, on avait établi 5 critères pour déterminer quelles équipes comptaient parmi les favoris et plus largement quelles équipes avaient une fenêtre de titre ouverte. Et on avait expliqué que globalement, la plupart des équipes remplissent 3, 4, voire 5 critères. Là où le titre des Nuggets est assez étrange, c'est qu'ils en remplissent que 2 sur les 5. Si, en gros, je reprends la liste rapidement, être parmi les 5 favoris à Vegas. C'était le cas de 19 des 22 derniers champions. Ils n'étaient pas dans le top 5 à Vegas, ils étaient même 9e à Vegas, c'est-à-dire que depuis 2000-2001, c'est la plus grande surprise en termes d'équipe titrée. Personne n'avait été aussi loin à Vegas pendant la pré-saison avant d'être titré. Ensuite, il y avait l'idée des dépenses, qui avait beaucoup mis en avant Madiane, d'être dans la luxury tax. Ils y étaient. Donc ça, c'est validé. Il y avait ensuite l'idée d'être un contender l'année d'avant. Ça, on en avait parlé. Il y avait des critères qui avaient été mis en avant dans un article de Jared Dubin. Ils n'étaient pas, d'après ces critères-là, contender l'année d'avant. Les Nuggets au moment du titre de 2023. Ensuite, le MVP à l'entame de la saison, validé. Nikola Jokic était MVP. Et enfin, le critère des 2 MVP 2 années avant le titre en question. Jamal Murray est passé pas loin, Aaron Gordon est passé pas loin, mais ils n'avaient pas 2 MVP, en fait. 2 All-Star, pardon. 2 All-Star dans leur effectif. Ce qui fait donc qu'en fait, on a une équipe qui a 2 critères sur 5. Et là, ça nous amène à nous poser des questions parce que pourquoi on n'a pas vu Denver? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nos critères doivent être remis en question? Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué ce titre de Denver. C'est pour ça que je voulais remettre ça parmi les podcasts à traiter cet été, parce que ce titre-là, il a fait un peu mal à notre théorie. Et si le Heat avait gagné, autant vous dire qu'on jetait la quasi-intégralité de la feuille. Bah, paradoxalement, un peu moins, les gars. Parce que le Heat était dépensier, ils n'étaient pas dans le top 5 à Vegas, ils n'avaient pas le MVP, mais ils auraient peut-être validé la partie contender MVP. Ils en auraient eu 2 sur 5 aussi. Ouais, ça aurait été pareil. Donc une nouvelle fois, on a aussi cette opposition entre, tu l'as rappelé Ben, la théorie à l'été et puis ce qui arrive juste avant les playoffs, parce que quand on arrive plutôt aux critères statistiques juste avant les playoffs, là Denver, voilà, au fur et à mesure de la saison, on a vu notamment ces questions autour du niveau de Jamal Murray à revenir, où là, il se rapprochait peut-être un peu plus de ce qui était possible. Notamment, voilà, on peut en parler c'était une très très forte attaque, et c'est ça notamment qui les mettait dans ces critères-là. Madiane, toi aussi, du coup, est-ce que ça remet en question pas mal de choses, ce titre des Nuggets, pour toi? Ça en remet en question sans en remettre en question. Je pense que l'aspect joueur MVP n'est pas le reflet finalement de la bonne chose à penser, je pense, pour un contender. Et si je devais revoir ma copie, par exemple, je pense que le MVP n'est pas vraiment un bon critère. Et on en discutera quand on abordera le cas des Celtics. Le terme MVP commence à me déranger dans cette définition typiquement. Après, pas vraiment contender l'année d'avant. Pareil, je commence à y réfléchir parce qu'en fait, je me dis, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée est plus d'avoir, parce que est-ce que les Warriors sont des contenders en 2014? Franchement, pas Ouais, vraiment. mais tu vois, ils rentraient pas dedans, du coup. Du coup, ils rentraient pas dedans, mais en 2015, qu'est-ce qui se passe? Certes, Curry gagne le MVP, mais du coup, ils sont, ils rentrent C'est la pratique directement. qui les fait rentrer dans les containers. Voilà. Et du coup, je pense que il faut plutôt être une équipe qui arrive dans un peu le seuil demi-finale de conf. Et en fait, je l'élargirais plutôt en me disant, une équipe arrive
peut être demi-finaliste de conf l'année d'avant et passer contender l'année d'après. Mais t'as toujours quand même ce critère du joueur, le critère du joueur MVP. Vous l'aviez l'année dernière, parce que évidemment, en préparant ce podcast, je suis allé vous réécouter religieusement, et vous avez évoqué ce critère, vous l'avez pas mal élargi en se disant, c'est vrai que bon, MVP c'est peut-être un peu fermé, il y a aussi des polémiques parfois sur certains titres de MVP dans l'histoire de la NBA, mais surtout c'est l'idée d'avoir un joueur qu'on appelle grossièrement, on va dire chez nous, un top 10 DH20. Peut-être qu'on peut aussi, genre sur ce critère-là du meilleur joueur, peut-être l'étendre là, avant de parler aussi des autres joueurs et des autres facteurs. Et est-ce que top 10 DH20 suffit? Bah, là où je serais peut-être en désaccord avec Madiane, ça tombe bien, tu l'avais dit en off, Adrien, on était vraiment d'accord sur le premier épisode, on sera peut-être pas d'accord. Bah, je trouve que le critère MVP, il est justement, c'est peut-être pour moi le seul critère qui doit rester, parce que dans l'histoire de la NBA, je suis désolé si tu t'appelles pas les Detroit Pistons, si tu t'appelles pas les Pistons de Détroit, faut être Kawhi Leonard en fait. Ça n'arrive jamais. Il faut toujours un MVP. Donc, j'ai tendance à dire que d'un côté, on est trop permissif avec le top 10, parce que pour moi, c'est pas un top 10, c'est peut-être un top, ça dépend d'année en année, mais il y a peut-être pas 10 joueurs qui ont cette capacité-là. Mais de l'autre, le critère MVP me paraît assez fiable, parce que d'année en année, il est vérifié. C'est là où c'est compliqué parce que en fait, j'ai peur qu'on se retrouve à avoir le critère MVP validé un peu par hasard avec genre un Derrick Rose en fin de carrière qui valide sa enfin c'est un exemple. Hein, ouais, mais ça n'a jamais été le cas. Non, mais il y a eu un moment où on cherchait est-ce que dans toutes les équipes qui restent il y avait des MVP, et je me souviens d'une conversation où je sais plus quelle équipe on mentionnait, on disait oui, c'est bon, ça valide parce que Derrick Rose, ils traînent dans les effectifs, oui, mais en fait, ça ne valide pas vraiment le critère parce que Derrick Rose n'a plus le rôle d'un MVP. Je pense que ce critère MVP est plutôt remplaçable par un critère plus restrictif sur avoir un joueur. Avoir un MVP ne m'intéresse pas si j'ai un Kawhi Leonard qui ne l'a jamais été en pleine santé. On peut discuter du fait que ça n'existe pas en 2023, mais au moment où les Spurs tombent face aux Warriors, ils sont quand même en fenêtre de titre semi-ouverte parce que ils ont que les Warriors à faire tomber et après ça peut être ouvert, et enfin que les Warriors. Mais du coup, ils avaient pas de MVP. Pourtant, pour moi, si ils avaient Duncan à un moment, mais enfin, vous voyez l'idée, c'est le critère MVP n'est pas celui qui fait que la valeur terrain change considérablement. Par contre, le critère top 5 DH20, c'est celui-là qui fait basculer une équipe d'une équipe où, bon, ça va passer un ou deux tours, mais ça ira pas plus loin, à cette équipe peut gagner le titre. Avant de te renvoyer la balle, Ben, parce que là forcément, il y a une espèce de petit match. Je suis un peu entre les deux. Moi, ce qui me gêne avec le critère du MVP, c'est, alors j'allais dire le côté arbitraire. C'est pas si arbitraire que ça, mais on sait que le MVP, on le voit bien, le titre de MVP, les données. Alors, j'ai pas envie de dire de manière cyclique, mais dans ces dernières décennies, on va dire ça comme ça, LeBron James parfois était le meilleur joueur et n'a pas eu le titre de MVP parce qu'il fallait un peu le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, dans cette idée-là. Donc forcément, il y a une espèce de cycle qui se crée, et parmi les joueurs potentiels MVP, même s'il y en a un qui domine, et ben les autres, il y en a un qui va faire une meilleure saison et qui va finir par récupérer un MVP. Certains pourraient arguer, par exemple, cette année, que Jokic aurait pu être MVP et que finalement c'est Embiid qui est un peu allé au forcing. Donc forcément, ça aide à ce qu'il y ait un MVP dans les fortes équipes, puisque oui, il y a un de ces joueurs top 5 des H20, comme disait Madiane, si on resserre un peu. Bon, bah, chaque année, les 5 meilleurs joueurs de l'NBA sont candidats, enfin, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont candidats pour être MVP. Mais est-ce que le fait que Embiid soit MVP, est-ce que ça, quelque part, ça valide quelque chose pour les 76ers et qui en font un contender avec une fenêtre de titre ouverte? Non, mais t'inverses l'argument, là. T'inverses l'argument, en fait. L'argument, c'est pas tous les MVP ont leur fenêtre de titre ouverte, c'est un des arguments pour avoir la fenêtre de titre ouverte, c'est le MVP. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Adrien. Du coup, pour moi, ça valide le critère MVP parce qu'on n'est pas dans une séquence où t'as juste, si tu prends l'élite de la NBA, t'as un mec avec 7 MVP, en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que, en gros, sur les 10 dernières années, si on avait fait théoriquement le DH20 chaque année, on aurait remarqué que la plupart du temps, 3, 4, voire les 5 meilleurs joueurs du monde avaient eu le MVP. En fait, pour moi, en fait, c'est des critères qui s'interchangent parce que si on fait sans griller notre DH20, là, dans notre top 5 du DH20, selon les critères des gens, il y aura 3 MVP, voire 4 MVP.
En gros, le seul mais- mec qui sera pas dans le top 5 d'H20 sans MVP, c'est Doncic qui a pas l'équipe encore pour gagner le titre. Ouais, qu'il a pas encore, mais alors là c'est du basket fiction, c'est un peu dommage, on va pas passer trop de temps sur cette partie-là, mais quand même c'est assez intéressant ce critère-là du MVP, parce qu'il est un peu central. Si voilà, la saison prochaine les Mavs réussissent à faire un push, je sais pas comment, et entourent Luka qu'il est pas MVP là sur cette saison, il sera quand même, enfin, pourra quand même considérer que la fenêtre de titre est un peu ouverte ou pas. Alors on va peut-être pas trop se griller vu que ça va être à la fin du podcast, mais Bah, je pose quand même la question. moi, je considère que oui, mais parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas des critères restrictifs en fait. C'est-à-dire que il faut que tu valides certains points, mais les contenders, les équipes qui ont une fenêtre de titre ouverte, se résument pas à celles qui ont les 5 critères ouverts. Parce que si c'est le cas, actuellement, qui ont une fenêtre de titre ouverte, il y aurait que les Nuggets et peut-être les Bucks, je crois, c'est tout. Enfin, genre si on limite vraiment à tous les critères, il y aurait que ça. Moi, c'est vraiment l'idée que c'est un critère qui tient depuis 1980 en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à l'exception des Pistons et des Raptors de Kawhi, ça tient la route ce critère-là. C'est le seul qui tient. Voilà, je pense que c'est ça la conclusion qu'il faut qu'on tire de tout ça et de ce qu'on peut dire en mettant à jour, si on veut, cette définition par rapport au titre des Nuggets, c'est que les critères sont, enfin, la plupart se répètent et se vérifient à chaque fois, mais ils ne sont pas, comment dire, nécessaires forcément d'avoir les 5. Ils nous aident à identifier, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, d'identifier a priori qui pourrait être le prochain champion. C'est un peu ça le jeu de tout le monde, de tout observateur NBA. C'est quelque chose qui nous aide, mais forcément pas de manière empirique. Vu qu'on a passé beaucoup de choses là-dedans, Madiane, je vais te relancer sur la suite, puisque c'est une suite logique de toute façon, où on va parler de l'époque maintenant, puisque évidemment, on l'a évoqué avec le MVP, et puis de toute façon, gagnant NBA, on gagne contre les 29 autres équipes finalement. On a l'impression là, ces derniers temps, que c'est plus ouvert. On est sorti d'une période où on avait beaucoup de Warriors, peut-être un peu de Spurs, beaucoup de LeBron James également, et là, la fenêtre semble s'ouvrir un peu plus. Est-ce que c'est vraiment le cas, Madiane ? Ben, en fait, c'est toujours la façon d'interpréter son époque et en fait, les GM n'agissent qu'en fonction des opportunités qui se présentent à eux. Et du coup, je reviens en arrière et on en avait discuté en off en préparant l'épisode. Si on est GM, on est Danny Ainge dans les années où LeBron martyrise l'Est de son hégémonie, est-ce que au moment où on dit bah tiens les Celtics ils vont loin à la draft mais ils draftent leur pick, ils font pas d'échange pour récupérer un top joueur pour aller titiller ces Cavs. Oui, mais ces Cavs là étaient hégémoniques en fait dans cette conférence, donc dans ton époque c'était soit t'avais les LeBron James soit t'étais les Warriors, sinon tu n'avais pas de fenêtre de titre, ça ne servait à rien de discuter au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il faut admirer Houston pour avoir tenté à l'Ouest, parce que en soi, c'est des moves extrêmement risqués pour un GM. Et donc oui, on a une période un peu plus ouverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le titre de meilleur joueur n'est pas aussi undisputed. On peut arguer facilement, et je pense qu'on va le faire très très fort dans les épisodes du DH20, qui est le meilleur joueur de la ligue. Et est-ce que le meilleur joueur de la ligue est 5 ou 6 steps au-dessus du deuxième meilleur joueur de la ligue? C'est pas le cas. Du troisième, un peu plus, mais est-ce qu'il y a un tel écart par rapport à ce qu'il y avait à l'époque? Je ne crois pas. Alors que vraiment, à l'époque, je rappelle, hein, le Bron de cette époque-là, avec Mathieu Delavedova, il y avait quoi d'autre? Il y avait Varejao qui jouait. Il y avait quoi d'autre? Non mais vraiment. La violence de la question. Ouais. Non mais il y avait ni Kevin Love ni Kyrie Irving. Ils tenaient tête. Enfin, vous vous rendez compte du niveau stratosphérique qu'avait ce joueur à ce moment-là. Donc, forcément, ça ferme des portes parce que si t'es dans la conférence où un tel monument existe, bah en fait, tu vas pas envoyer tes billets et tu vas pas ouvrir ta fenêtre, donc tu la laisses fermer. Mais c'est parce que c'est une meilleure stratégie pour toi. Donc, oui, je pense que c'est un signe des temps, mais c'est pas un signe des temps lié à l'époque. C'est vraiment, ben là, si tu as envie de mettre des jetons sur la table pour ouvrir ta fenêtre, c'est à peu près ouvert. Tu te dis pas qu'il y a une équipe invincible qui va croiser ta route.
Voilà ce que j'allais dire, parce que tu as un peu insisté sur l'écart individuel, mais il y a aussi et peut-être surtout l'écart collectif, l'impression d'avoir une équipe ou deux, ou peut-être plus, mais en tout cas qui domine nettement et qui incite ou non donc les adversaires à faire le forcing, en tout cas intégrer peut-être les autres critères, un des autres critères pour tenter d'ouvrir leur fenêtre de titre. Ben, tu partages ce constat? Oui, exactement. En fait, il y a une espèce de double raison. C'est d'un côté, comme l'a dit Madiane, c'est symptomatique. On aurait fait le DH20 encore une fois. On vous parle beaucoup du DH20. Préparez-vous, ça va arriver. On aurait fait le DH20 entre, je sais pas, 2000, allez, à la louche, entre 2007 et 2017, on se serait un petit peu ennuyé sur ce qui est premier, en fait, globalement. Mais là, on est sur potentiellement un DH20 où en 4 ans, on aurait eu 4 numéros 1 différents. Et à ce niveau-là, on peut aussi renvoyer ça au fait qu'on a eu 5 champions différents sur les 5 dernières années, ce qu'on n'avait pas vu depuis 77-81. Et à ce niveau-là, quand on rajoute ça en plus au talent qui est de plus en plus en NBA, de plus en plus présent, mais qui, contrairement à une époque un peu récente, est moins compact dans certaines équipes, je pense que les fenêtres de titre, elles se multiplient. Et c'est pour moi une de mes grandes erreurs du podcast de l'année dernière, c'est d'avoir trop basé mon analyse sur une NBA je sais pas, bipolaire avec 2 superpuissances, voire 3. Parce qu'en fait, j'avais donné la stat à un moment dans le podcast comme quoi je recherche la stat en direct, c'est pas très radiophonique. À 14 reprises sur les 22 dernières années, le champion était parmi les 2 favoris à l'entame de la saison. Mais ça, c'est un truc qui s'applique beaucoup quand on est dans une NBA où il y a 2 voire 3 équipes vraiment dominantes qui sortent du lot. Je pense que ça s'applique plus vraiment à ce qui se passe en ce moment. C'est long, en fait. La notion de fenêtre de titre, je pense qu'elle est plus ouverte que jamais et que là, la notion de fenêtre pratique qu'on ne traite pas beaucoup aujourd'hui, elle est d'autant plus importante. Parce qu'en fait, oui, le seeding devient important. Alors, Miami, dans un univers parallèle, nous aurait mis complètement à plat sur cet argument-là. Mais encore une fois, cette année, on a eu une tête de série numéro 1 qui a gagné le titre avec l'avantage du terrain. Donc, c'est peut-être ça la nouvelle NBA. Plus d'équipes en juillet qui pensent avoir une fenêtre ouverte et la réalité de mars qui va sanctionner beaucoup plus d'équipes qu'auparavant. Et vas-y, Madiane, et du coup, en fait, le sens d'évolution de la ligue va vers cet aspect-là, parce que si on regarde, du coup, dans ces époques où on avait 2 équipes ultra dominantes, en fait, ils allaient à la luxury tax et ils payaient leur repeater chaque année après année pendant 4 ans, ce qui est quelque chose qui, franchement, si je le vois réarriver là, vu les conséquences que ça a de passer certains caps dans le salary cap, et on renvoie du coup au podcast CBA qui sont vraiment excellents. Tom et Amine ont fait un très bon boulot là-dessus. Mais du coup, une équipe ne peut plus se permettre d'arriver en mode superpuissance et d'aligner pendant plusieurs années des salaires trop importants dans son effectif, parce que sinon elle hypothèque son avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui, du coup, fait que c'est peut-être aussi une évolution vers laquelle la Ligue a envie de tendre, parce que finalement, maintenant, c'est presque incitatif dans les règles de ne pas faire ce qu'ont fait les Warriors ou les Cavs par le passé. Et tu disais, Ben, je voudrais rajouter que la vérité de mars-avril, juste à l'entame des playoffs, n'est pas forcément la vérité de l'été. Eh bien, j'ai envie de dire que presque si, parce que justement, dans un article que je disais, donc un article pour theanalyst.com d'un certain Matissa, ils ont repris les stats. Alors, ils n'ont pas tout donné, ce qui est embêtant, j'ai pas eu le temps de refaire tous les calculs, mais repris les statistiques, grosso modo, des contenders et des champions depuis 1987. Ils sont remontés jusqu'à 1987 en faisant ce qu'ils appellent l'adjusted offensive rating et l'adjusted defensive rating. Donc, grosso modo, les offensive rating et defensive rating des équipes par rapport à la moyenne de la ligue pour voir quelle équipe était les plus dominantes statistiquement. Donc la vérité finalement finale a posteriori, la vérité statistique des champions. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que parmi les équipes les plus dominantes, parce qu'ils ne donnent pas toute la liste, mais on a évidemment toute la décennie Chicago Bulls de 91 à 98. Pour donner un ordre d'idée, donc leur rating moyen à la fin de ce Bulls-là de 91 à 88, c'est 8.23. Donc ils sont à plus 8 quoi, si on veut. Cette année, les plus proches, enfin les plus forts, qui avaient le plus fort domination, c'était les Celtics à 7,62. Denver était à 3,36. Donc vraiment beaucoup moins. Une domination sur une décennie comme celle des Bulls, ça n'existe pas. Mais parmi les autres grosses équipes, on a évidemment des Warriors, je vois du 2017, du 2015, du Spurs 2014. À chaque fois,
des équipes très très dominantes, alors que bah voilà, quand on prend les statistiques de cette année, c'est peut-être un peu plus lissé. Il n'y a pas d'équipe très très en très forte domination, et donc forcément, quand il n'y a pas d'équipe ultra dominante, il y a plus de chances théoriques pour les autres, et donc plus d'équipes qui vont se donner ces chances de gagner, vont tenter ça, et c'est plus simple de tenter de battre les favoris maintenant de 2023. Par exemple, Ben, je vais reprendre quelque chose que tu as pas mal dit cette année, et même à l'entame de la saison, sur cette fameuse baisse de niveau du championnat NBA, du baisse de niveau en playoff. Bah, c'est plus simple on voit plus facilement les faiblesses, en tout cas, des contenders en 2023 que les Warriors de 2017 ou de 2015. Et c'est pas une critique de la NBA, c'est pas une critique de la NBA dans son ensemble. Oui. Hein. C'est une critique de, je tiens à le préciser, mais tu connais mon idée, Adrien. On va l'expliquer pour certains auditeurs. C'est vraiment au niveau de, moi, je suis un peu obsédé par le niveau du Final Four, on va dire ça comme ça, NBA, finale de conf, finale NBA, et j'estime qu'en gros, pour moi, il y a vraiment un post KD Warriors. Vraiment, pour moi, c'est une coupure un peu dans l'histoire de la NBA. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment la sensation que le niveau de très très haut niveau de playoff est moins, comment dire, Pantani. C'est le Tour de France en ce moment. On est moins avec Pantani actuellement, tu vois. C'est-à-dire que c'est humain ce qui se passe. Et il y a peut-être de ça en fait sur la fenêtre de titre, c'est que bien évidemment dans la construction d'équipe, je renvoie un peu à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, mais oui, quand tu vois pas les Warriors 2017, tu te dis il y a peut-être plus de chances de faire ça, et ça peut expliquer certains moves qu'on a vus d'équipes qu'on a eu peut-être pas du mal à comprendre, mais des moves comme Minnesota, Atlanta, qui est peut-être pas dans l'idée de se dire on va gagner le titre, mais dans l'idée de se dire les possibilités pour aller en finale de conf en 2022-2023 sont nettement plus importantes qu'en 2017, quand tu devais te coltiner soit Houston, soit Golden State. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose autour de la construction des effectifs. Par exemple, bon, on a eu la tentative à Brooklyn d'un nouveau trio très 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 fort. Bon, le fiasco est pas forcé. On n'a pas pu les voir vraiment, mais voilà, ça n'a pas marché. On a en fait finalement des équipes constituées autour plutôt de Big Two, et on a une espèce de fin de cette ère où on ramène 3 superstars au même endroit et on concentre les talents, et tout le monde va prendre des contrats minimum autour d'eux et ça va le faire. Déjà, je pense que cette théorie commence de moins en moins à être valable dans la NBA actuelle. J'ai l'impression que ces joueurs-là sont devenus très 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 exploitables, et que du coup des joueurs et des role-players qui n'ont vraiment pas le niveau, qui sont vraiment en bout du bout de carrière, et qui du coup acceptent le minimum pour aller choper leur bague. En fait, cette stratégie, j'ai l'impression qu'elle va avoir de plus en plus de mal, parce que j'ai vu pas mal de vieux briscards de la NBA dans ces playoffs, et je trouve que ça souffle de plus en plus quand on les voit sur le terrain, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus une idée d'avoir une valeur lissée d'un collectif de joueurs plutôt forts et des salaires un peu mieux répartis de manière équilibrée dans l'effectif pour pouvoir réussir. Et on a notre contre-exemple, les Phoenix Suns, qui, quand tout le monde fait ça, font l'inverse. Et du coup, ça va être très intéressant cette année, parce que je suis pas convaincu, mais je demande à avoir tort, mais je ne suis pas convaincu que dans la NBA actuelle, ce soit quelque chose de possible de construire son effectif ainsi désormais. On va parler de l'NBA actuelle, mais Ben, j'ai vu que tu voulais réagir. Je suis d'accord avec Madiane, mais je mettrais, par rapport à ça, on se retrouve l'année prochaine. Parce que moi, je fais partie des gens je salue Constant, qui doit nous écouter, qui nous écoute, j'espère. Je salue Constant. Oh, la pression du boss. La pression de ouf. Je salue Constant par rapport à ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que 2024 pourrait être un moment de bascule dans la NBA avec des joueurs majeurs qui pourraient changer de crèmerie. J'attends 2024 parce que cette espèce d'obsession du Big Three, c'est le résultat d'un environnement, d'une génération. On les connaît, LeBron, etc. C'est une génération, voilà, au crépuscule de sa carrière. Ok. La nouvelle génération n'a pas encore, quand j'appelle nouvelle génération, je vais donner les Luka, les Trey, etc. Vous voyez de quel, en gros, on est encore à la serpe, on est entre la draft 2017 et la draft 2018, 2019, 2020. Ces mecs-là ont pas encore bougé, en fait, pour la plupart. J'attends qu'ils bougent pour voir si l'ère des Big Three, elle est vraiment terminée.
Parce que là, on est dans une période un peu d'entre-deux où les vieux briscards font vraiment de la résistance et de l'autre, les jeunes n'ont pas encore pris totalement le pouvoir. Quand ils vont prendre le pouvoir, j'attends de voir s'ils vont pas avoir les mêmes réflexes que ceux d'avant. Ah, ça va être effectivement intéressant à suivre, mais du coup, bon, la transition est toute faite puisque Madiane, tu l'as offert sur un plateau. Il y a un contexte assez NBA actuel parce que oui, vous avez pu ergoter pendant 1h20 sur le concept de fenêtre de titre l'été dernier. On vient tu pendant remarques une demi-heure. qu'il est trop dégoûté de l'avoir écouté, le podcast. Tu remarques ça, Madiane? De ne pas avoir pu participer et pouvoir me battre également. Mais ça tombe bien, on va y remédier maintenant. Mais voilà, on vient de passer une autre demi-heure pour un peu faire une mise à jour, reparler de ce qui peut avoir évolué, peut-être aussi essayer d'anticiper de ce qui va arriver. Et justement, on va arriver au point un peu plus risqué, j'ai envie de dire, parce qu'on va pas faire des grands pronostics, mais tout de même essayer de voir quelles sont les équipes qui ont une fenêtre ouverte, moins ouverte, ou voire totalement fermée en NBA actuellement. Et forcément, on va commencer par le bas. Alors, je vais pas griller. Qui a envie de faire une liste des équipes où c'est totalement fermé? Je pense qu'on a à peu près la même tous les trois. Moi, je les ai. Alors, est-ce qu'on part vraiment dans le découpage qui a été fait de manière un peu arbitraire et très très rapide de ma part, ou parce qu'en fait la dernière catégorie, c'est vraiment aucune chance. Hein. C'est vraiment des équipes, c'est totalement fermé, double rideau, les battants, enfin bref, il y a tout. Si je dois me lancer, pour moi, les équipes pour lesquelles c'est complètement fermé, mais vraiment, on a Pistons, Hornets, Wizards, Rockets, Pacers, Magic, Spurs, Blazers, Nets, désolé, Bulls et Jazz. Pour moi, ce sont les équipes pour lesquelles c'est totalement terminé. Salaud. Et Madiane, d'ailleurs, si vous regardez les codes de ces équipes, si vous mettez 100 balles sur un titre, c'est mort, vous les récupérez pas. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on pourrait appeler ce tiers. Alors, avant qu'on continue, Madiane, je te demande si tu as à peu près le même tiers. On a essayé de découper en 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 tiers qu'on pourra nommer au fur et à mesure. Donc, celui où c'est totalement mort, celui où vous perdez vos 100 balles, d'après Madiane. Du coup, celui-là. Madiane, est-ce que tu as les mêmes ou non avant que je me défende? Alors, j'ai hésité longuement sur le cas Nets et je ne l'ai pas du coup. Mais en vrai, je voulais le mettre et je me suis retenu. Alors, forcément, hein, j'ai les boules dans le tiers juste au-dessus parce que il y a forcément un biais, mais on y reviendra. Peut-être qu'on en parlera parce que du coup, bon là, ce tiers-là, c'est celui où, a priori, bon, en tout cas pour les autres équipes, là, on est en train d'ergoter sur quelques équipes, mais en gros pour les autres, on est à peu près d'accord. C'est improbable. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est improbable qu'elle remporte le titre, que la fenêtre soit ouverte actuellement en l'état. Donc pour celle d'après, il y aura peut-être des probabilités. On pourra parler autour de ça. Donc voilà, j'ai les boules au-dessus, mais moi j'en ai une autre de plus d'équipes dans ce tiers-là. Et je sais que c'est un peu méchant. Je suis un peu méchant aussi, Ben, mais du coup envers un membre du podcast qui n'est pas avec nous, c'est Gabin. Et moi j'ai les Raptors aussi là-dedans. Je considère que la fenêtre est totalement fermée du côté des Raptors. Et je pense que voilà, les Raptors Bulls vont pouvoir nous permettre de faire cette transition entre les deux tiers. Parce que Madiane, je t'ai vu faire la moue. Donc voilà, défends-moi le cas des Raptors. Pourquoi ils seraient dans un tiers au-dessus? C'est pas fermé. Non, mais j'ai fait la moue parce que je ne les ai pas trop remis en question. Mais je comprends ton idée. C'est quelque chose que je trouve pas si déconnant que ça de dire, en fait, les Raptors, désolé, mais on voit bien que ça ne, enfin, c'est pas un projet d'avenir. Parlons des critères. Vas-y Ben. Mais ils ont quand même une base qui est plus forte, ou plus de certitude et plus d'âge dans l'effectif que pas mal de gens qu'on a classés dans le tiers en dessous. C'est peut-être là leur différence. Je vais corriger ce que j'ai fait. Je mettrai les Nets dans celui d'au-dessus. Pour une raison, c'est que pour moi, le 3, il y a un monde dans les équipes les équipes qui sont dans le troisième groupe, il y a un monde dans lequel elles font un trade. Encore une fois, les équipes du groupe du chapeau 3, c'est très, 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 très improbable aussi, hein, encore une fois. Mais pour moi, il y a un monde dans lequel toutes ces équipes-là font un trade et ouvrent leurs fenêtres, en fait. Et je pense qu'il y a un monde où en gros, les équipes du chapeau 3 avec un trade pourraient monter dans le 2. Et pour moi, en fait, les Nets, ou si on prend l'exemple des Raptors, les Raptors, il y a un trade. Encore une fois, il y a des rumeurs Damien Lillard. Damien Lillard.
Si les Raptors prennent Lillard, ils montent dans le 2, en fait. Là où pour moi, les équipes du 4, elles n'ont aucune chance de monter d'un chapeau. Elles sont condamnées parce que soit elles sont pas dans cette optique-là, soit même en termes d'assets, elles l'ont pas, soit elles ont pas. Le meilleur joueur de cette équipe-là n'est pas prétendant assez pour être dans un 2, etc. C'est un peu la manière dont je le vois, en fait. T'es en train de me convaincre. Je suis embêté parce que tu m'as convaincu. Et tu me convaincs sur le fait que du coup, Raptors et Nets seraient, en tout cas dans cette idée-là, plus proche d'un tier 3 et que les Bulls seraient du coup plus proches d'un tier 4. Puisqu'effectivement, les Bulls, je vois difficilement un monde où un joueur voilà, amène un Damian Lillard. Je pense pas que ça change grandement le Schmid-Big. Enfin, un Lillard tout court sec, forcément, ça aide toutes les équipes. Mais forcément, tu dois normalement sacrifier quelque chose en échange. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a peut-être des équipes. Citons-les, voilà, passons au tier 3. Et vas-y, je vais mouiller pour le tier 3. Comme ça, au moins, cette fois-ci, j'envoie pas Madiane sur le grill pour citer les équipes que moi j'ai mis là pour voir que peut-être qu'il y a du 3,5 et qu'il y en a aussi qui sont peut-être plus proches du 2,5. Mais dans ce gros tiers, parce que moi j'ai mis quand même pas mal d'équipes. Enfin, pas mal, peut-être moins que vous, parce que je sais que vous êtes sévère. En tout cas, donc, commençons par le bas. Nets, Raptors, Bulls, admettons. J'ai aussi dans ce tiers, du coup, les Timberwolves, les Pelicans, les Hawks, et je sais que je vais pas me faire que des amis, les New York Knicks. Oui. Wow, mais moi j'en ai beaucoup plus. Hein, alors. Oui, moi j'en ai rajouté. Voilà, je m'en doutais. Moi j'en ai mis moins parce que forcément j'en ai plus dans le 2. Mais du coup, vous êtes d'accord avec les équipes que j'ai citées là. Donc plus, c'est le duo, hein, évidemment, le Raptors, Nets, Bulls, on les met de côté. Ouais. Globalement, je suis d'accord. Et moi, j'ai les Kings en plus. Les Kings en plus, c'est toi, Ben? Alors du coup, si on reprend les Raptors ont été cités, les Nets ont été cités, je suis d'accord avec les Hawks, parce qu'en fait, si on reprend un peu mon idée, c'est, pour moi, dans toutes ces équipes-là, il y a soit un 1A ou un 1B déjà. Donc en fait, il manque l'autre mec. Donc Raptors cité, Nets cité, je suis d'accord avec les Hawks, je suis d'accord avec les Wolves, je suis d'accord avec les Knicks, je suis d'accord avec les Pels qui ont été cités, je crois. Je suis d'accord avec les Kings de Madiane. Je rajouterai 2 équipes. Pour moi, il y a les Cavs et le Thunder. Non, le Thunder, le Thunder, je l'avais cité. Pour moi, je rajouterais les Cavs, en fait. Tu rajoutes les Cavs. Eh ben, là-dessus, j'ai beaucoup hésité. Les Cavs, c'est un cas compliqué, je trouve, à arbitrer. Justement, les Cavs, on sera peut-être ceux qui sont plus entre 2 et 3. Juste parlons des autres, parce que Ben, là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. J'ai envie qu'on revienne dessus. L'histoire des équipes qui ont un 1B, un 1A, 1B, qui sont du coup, on reprend un peu ce que tu disais sur les Raptors, les Nets, un A d'arriver ou un 1B très très fort de passer au stade du dessus. Du coup, les Bulls, ils en sont pas. Ils n'ont pas de 1B. Genre, il n'y a pas un monde où Zach Lavine est un 1B. Je provoque, honnêtement. Ouais, il est dans la provocation. Un peu compliqué. Et puis, encore une fois, en fait, le joueur qui leur permettrait de faire le jump, j'ai vraiment du mal avec les assets, etc. Il y a une histoire de profil, en fait. C'est un peu là-dessus que je voulais aller. Il y a une histoire de profil des joueurs qui sont là. Si on prend Thunder, Pelicans, Wolves, Hawks, on a des guards très forts. Thunder, c'est pareil. Pelicans, c'est peut-être un nœud un peu différent. Tu vois, si je peux le dire autrement, désolé de te couper, toutes ces équipes-là, à l'exception des Wolves, et encore certains pourraient défendre cet argument-là, elles ont un mec qui est candidat, voire des H20 dans leur effectif. Toutes. Il y a eu un petit silence parce que forcément avec Madiane on reprend la liste et on essaye de voir. C'est vrai que c'est intéressant, mais peut-être qu'on va pas, on va passer au tiers du dessus, enfin entre les deux, parler de ces cas Cavs, Kings qui sont un peu entre les deux parce que c'est là que ça devient intéressant. Là, on parlait des équipes où c'est vraiment improbable, parlons de celles où c'est peut-être plus probable. Donc Kings, Cavs à peu près au même endroit pour vous. Donc évidemment moi ils sont dans mon tiers 2 en ballottage, j'ai envie de dire. Madiane, du coup, tu avais commencé à développer. Pourquoi ils sont en ballottage? Pourquoi tu as hésité? Et pourquoi tu as mis les Kings plus bas que les Cavs aussi? C'est intéressant. En fait, je trouve que la structuration d'effectifs des Cavs me laisse penser qu'il y a moyen que ça soit plus haut que prévu plus tard. Je vois une dynamique de progression à ces Cavs que je n'ai pas en fait dans ces Kings, que je vois plutôt un peu coincé par un niveau plafond qui fait que c'est très bien ce qu'ils font, mais ça, le titre, je vois pas comment ça se débloque alors que j'ai un monde lunaire où alors il est
lunaire le monde, mais j'ai un monde lunaire où les Cavs peuvent y arriver. Mais comme dit, les Cavs, c'est des concours de circonstances assez incroyables. Donc on est en bas de tiers 2. Mais j'ai quand même laissé dans le tiers 2. Avant de te renvoyer la balle, Ben, je vais défendre un peu le cas Cavs aussi, parce que moi, je les ai là. Il y a aussi voilà, je vais leur apporter un argument statistique, parce que je vais reprendre l'article dont je parlais tout à l'heure, qui trouvait qu'il y a trois profils d'équipes statistiques qui deviennent championnes depuis 1987, ce qu'ils appellent les équipes équilibrées. Donc, bien sûr, souvent, on parle de top 10 attaque, top 10 défense pour équipes équilibrées. Eux, ils ont du coup utilisé leur adjusted rating. Et donc, en gros, qu'ils ont plus de 1.5 d'offensive et moins 1.5 en défensive pour avoir une équipe équilibrée. Et cette année, il y avait deux équipes dans ce cas-là, les Celtics et les Cavs. Les Cavs en faisaient partie. Alors, équipe de saison régulière ou non, c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué. Mais en tout cas, voilà, en termes de production, terrain, statistique en saison régulière, les Cavs sont pas si loin de faire partie des équipes qui pourraient être prétendantes au titre. Alors, c'est qu'un critère parmi d'autres. Mais voilà pourquoi, pour moi, ils sont un peu plus hauts. Ben, je t'en prie sur les Cavs et les Kings, du coup, qui sont peut-être pas loin. Les Kings sont plutôt, eux, dans les critères attaque. Kings comme Cavs, moi, ils sont un peu victimes de ma manière de classer. C'est que j'ai considéré que pour moi, mes chapeaux 1 et 2, alors, pour les 3-4, c'est un peu de la sémantique sur certains aspects. Pour moi, j'avais considéré que vraiment, dans le 1 et dans le 2, je devais pas avoir plus de 10, 12 équipes, en fait. Parce que pour moi, en fait, quand tu rentres dans le 2, tu rentres vraiment dans des équipes pour lesquelles, si je tombe dans le coma et je me réveille dans 12 mois, je vais pas retomber dans le coma à l'annonce du champion, en fait. Enfin, genre, pour moi, il y a un monde dans lequel ces équipes-là sont championnes. Là où les Kings et les Cavs, pour moi, oui, je retombe dans le coma. Donc, en fait, elles sont un peu victimes de ça. Elles sont victimes aussi du fait que la progression en interne, j'y crois, mais pour moi, elles ont des problèmes d'effectifs qui sont beaucoup trop importants. Le poste 3 des Cavs, ce lien entre petit backcourt et front court des Cavs et la défense des Kings, en fait. Petit spoiler, on parlera de la défense des Kings dans un épisode de Duncan Friends. Voilà. Avec Adrien, ici présent. Mais donc, pour moi, c'est ces limites-là qui m'ont pas permis de les faire rentrer dans les deux premiers chapeaux. Bon, pour les équipes du Sud, je vais vous les citer une à une, et comme ça, on pourra donner des arguments l'un ou l'autre plutôt que faire des grandes listes, parce que là, c'était peut-être un peu lourd pour nos auditeurs. Donc, j'ai envie de parler d'une autre équipe qui, pour moi, est un peu dans cette range-là et pose pas mal de questions. Alors, ça surprendra peut-être, mais j'ai envie de parler des Memphis Grizzlies. Alors, il y a des questions hors terrain, bien sûr, mais je serais assez curieux de savoir pourquoi, donc, manifestement, Memphis est dans... Parce que maintenant, on est dans le chapeau 2, on est bien d'accord? Oui. Pour vous, Memphis est dans le chapeau 2. Du coup, bah, voilà, Ben vient de parler. Madiane, je t'en prie. Pourquoi Memphis est là de manière un peu plus sûre, peut-être, que les Cavs et les Kings, ou pas? En fait, Memphis, c'est une équipe un peu bizarre à analyser parce qu'en fait, c'est une équipe qui justement aurait dû être l'équipe de jeunes talents qui monte et qui va percer un peu à l'image, encore une fois, de cet exemple que j'aime bien de ces Warriors de version 2014. Mais c'est une équipe qui s'est un peu cassée au milieu. Et j'ai du mal à envisager une équipe qui est censée avoir sa trajectoire ascendante, qui du coup a une dynamique où ça se passe pas très bien, qui sortent pas spécialement avec les honneurs cette année en playoff, parce qu'en fait ils se font sortir un peu vite et un peu sec par une équipe qui n'était pas très formidable. Je suis pas admiratif de l'équipe qui les a sortis, je la trouve pas très très forte, et donc du coup forcément si déjà là tu en es, tu sembles en être loin, t'as des problèmes hors terrain, t'as des incertitudes, etc. Je vois pas en fait de manière sereine comment tu pourrais réussir ton push vers le titre. Ben, tu veux rajouter un mot sur les Grizzlies? Pour moi, le monde dans lequel les Grizzlies remportent le titre, c'est le même monde que celui des Warriors qui gagnent le titre en 2015, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Ja devient un top 5 et gagne le MVP et devient un top 5 NBA, en fait, tout simplement. Ou l'un ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de part dans le trophée de MVP. Inquiétez pas. Mais pour moi, c'est ce monde-là, en fait. C'est là où, pour moi, je les ai quand même mis dans le 2 parce que ils ont certaines, pour moi, en termes de qualité d'effectif, en deuxième, troisième option, en régularité sur de la saison régulière, ils ont un peu tous ces éléments-là, donc j'ai été obligé de les mettre. Pour moi, ils sont beaucoup trop forts. Mais pour moi, le monde où les Grizzlies gagnent, c'est vraiment la ligne, comme l'a un peu sous-entendu Madiane, c'est vraiment cette ligne-là. Warriors qui est, il faut le rappeler,
extrêmement rare. C'est-à-dire qu'à l'exception des Warriors, au XXIe siècle, il n'y a pas d'exemple. Donc, c'est un peu ça, pour moi, les Grizzlies. Ouais, il y a quelque chose dans ce deuxième tiers de l'improbabilité toujours, quand même. C'est-à-dire que la fenêtre qu'on considère ouverte, où ça devient plus probable, comme tu dis, ce sera vraiment le tiers 1. Le tiers 2, il y aura toujours des arguments pour dire, bon, c'est quand même assez difficile pour que ça arrive. Je vous propose de remonter dans l'ordre des standings de cette saison, parce que c'est assez intéressant, et de savoir où vous avez placé une équipe qui a été éliminée, qui n'a même pas fait les playoffs, qui n'a même pas fait les play-in. Je voudrais savoir ce que vous pensez des Dallas Mavericks. Maintenant, du coup, on va le faire dans l'autre sens. Ben, les Mavs, est-ce que pour toi, ils sont 2 ou est-ce qu'ils sont 1? Les Mavs sont 2. Ils auraient pu être vraiment 3. C'est la jurisprudence Luka Doncic, en fait. Il y a un monde dans lequel tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde. Il y a une théorie il y a un monde dans lequel leur fenêtre est ouverte si, et encore une fois, c'est un grand s'ils retrouvent un Kyrie Irving qui joue beaucoup et qui joue à un bon niveau sans se blesser. Et encore une fois, on parle beaucoup de Kyrie hors terrain, mais la dimension sans se blesser est peut-être encore plus improbable que sa capacité à rester concentré sur le basket pendant un an. Passons. Donc pour moi, en fait, ils restent là parce qu'ils ont juste trop de puissance de feu avec Luka. C'est le seul argument qui leur permet de rester là. Je suis à peu près d'accord. J'ai ça aussi tiers 2. Madiane, est-ce que tu veux ajouter un mot Cet éventuel titre des Mavericks, j'arrive à l'envisager plus que pas mal d'équipes dans ce deuxième tiers. Parce qu'en fait, avoir un joueur aussi fort que Luka Doncic, c'est un joueur qui, évidemment, c'est rare qu'il ne se blesse pas, mais il est dans l'effectif en fait. Il est déjà là et il est quand même très fort quand il joue au basket. C'est ça qui me fait me dire, attention, il y a un monde qui m'étonne beaucoup moins, où ça peut arriver là où en fait il y a des équipes où je dis, ouah, l'effectif c'est chaud, etc. Là, ils ont déjà le joueur très 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 fort et ils ont déjà le très très fort lieutenant, mais qui peut se blesser. Mais en soi, c'est une excellente base pour une équipe de tier 2. C'est pas si loin que ça. Donc moi, je les vois haut dans mon tier 2. Les critères qui leur manquent, finalement, c'est le reste, c'est l'investissement sur le reste de l'effectif, les numéros 3, numéro 4, quelque part. Mais en fait, c'est là où on voit la limite de notre exercice, c'est qu'en fait, eux, théoriquement, la théorie sera probablement beaucoup plus séduisante que la pratique pour eux. Oui. C'est un bon résumé des Mavs. Donc, je propose de continuer en grimpant. Dans l'ordre toujours des standings, en partant du bas, c'est les Lakers qu'on retrouve à ce moment-là. Alors, les Lakers, c'est un cas intéressant puisque leur intersaison a été saluée par certains, même si finalement ils ont fait ce qu'il y avait à faire avec leurs moyens. Mais c'est plutôt pas mal. Comment on place les Lakers? Est-ce qu'on serait surpris du coup? Je sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis à Madiane. Est-ce que tu serais surpris du titre des Lakers? Est-ce qu'ils sont tier 2? Est-ce que tu as osé les monter tier 1? Non, jamais de la vie tier 1. Comme dit, c'est un effectif qui subit les erreurs du passé, qui a ses limitations et qui a du coup une double tête de pont qui n'est pas en s'améliorant. Et donc du coup, oui, dans un monde où LeBron James est un joueur éternel, oui, évidemment, mais en fait, il faut quand même se dire que LeBron James n'est pas éternel, que son âge, déjà le niveau qu'il affiche sur son âge est hallucinant, faut le dire, mais que non, ce n'est plus possible, passer un certain stade, et ça m'étonnerait beaucoup que ça le fasse. Le monde où je les vois y arriver, c'est un monde où un Anthony Davis prendrait le relais et deviendrait un joueur dominant sur un ensemble de séries. Ça, c'est un monde que j'envisage. Mais pareil, c'est un monde compliqué. Et moi, par exemple, si tu me dis dans l'ordre, tu te réveilles du coma, on te dit les Lakers sont champions, ça m'étonne plus que si tu me dis les Mavs sont champions. Oh, bold take de la part de Manian. Oui, je vois Ben qui fait non de la tête. Moi, c'est mon univers. C'est parce que je considère que le joueur top niveau qu'ont déjà ces Mavs est déjà là, alors que dans les Lakers, que LeBron James soit en top 5, j'arrive pas à l'envisager. Il n'est plus ce joueur-là. Et que Anthony Davis devienne temporairement en top 5, faudrait un sacré alignement de planètes. Encore un teasing pour le DH20, mais oui, Ben, je t'ai vu faire non de la tête, et il est intéressant ce parallèle Lakers-Mavericks, parce qu'on a aussi une équipe, finalement, où la théorie, alors là, elle n'est pas forcément la plus séduisante, mais disons que la théorie est solide sur pas mal de critères, mais peut-être que la pratique est un peu plus compliquée.
Bah, je vais continuer sur ma dernière prise de parole, en fait. Oui, en juillet-août. Jamais de la vie en mars. Jamais de la vie en mars. C'est-à-dire que Jamais. la, la, l- concrètement, la construction d'effectifs des Lakers est beaucoup plus cohérente pour viser le titre en mars et en avril que celle des Mavs. Là où j'entends Madiane, c'est qu'en fait, l'argument de Madiane, c'est de se dire qu'en fait, ils ont le top 5/MVP, on met le nom qu'on veut sur le critère là, et en fait, c'est peut-être le critère le plus important. Là où je l'entends. Après, pour moi, je ne crois pas au fait que ça soit Anthony Davis parce que là c'est des considérations d'âge 20, c'est pas un mec qui a un porteur de balle prioritaire, donc je considère qu'il est beaucoup trop dépendant de ce qui se passe autour de lui. Ça c'est la version rapide. LeBron James, est-ce que sur une campagne de playoff entière il peut être top 5 NBA, en tout cas il peut retrouver de sa superbe? J'ai des doutes aussi, mais j'ai trop de doutes sur la construction d'effectifs des Mavs pour donner plus de crédit à ces Mavs là. Encore une fois, l'argument théorique va en leur faveur, pratique pas du tout. En fait, construction d'effectifs, fit des stars aussi, parce que le fit, encore une fois, le fit de ce qu'on a vu, le fit Doncic Kyrie, c'était très très compliqué. Donc non, je donnerai l'avantage aux Lakers qui, si je peux rajouter quelque chose, moi ils sont dans mon tiers de Astérix. C'est-à-dire qu'il y a un monde où ils montent en 1. Ça existe. Ah, je vois on avait la même utilisation des Astérix. Alors moi, je l'avais pas pour les Lakers, mais c'est intéressant. Et pour moi, il y a une autre équipe là qu'on peut évoquer avant de passer à un stade entre deux. C'est les Golden State Warriors, forcément. Les Golden State Warriors, c'est assez intéressant puisqu'il y a eu ce fameux move, cette arrivée de Chris Paul, ce fameux abandon de la double timeline. Alors forcément, on va très très vite pour ce podcast-là, parce qu'on n'est pas encore à faire des previews pour la saison prochaine. La question, c'est de savoir à quel point on serait surpris. Est-ce que la fenêtre de titre est ouverte pour cette saison? Du coup, bon, Ben, normalement, je devrais te relancer toi. Tu viens d'avoir une grosse prise de parole. Donc, Madiane, je me retourne vers toi. Golden State Warriors, tier 2, ou est-ce que tu as réussi encore à croire à Stephen Curry? Alors, c'est pas la peine de m'envoyer 18 mentions Twitter dans l'année. Je n'y crois pas non plus cette année. Ça sert à rien de me parler. Je vous répondrai pas. Euh, c'est compliqué en fait. Golden State, c'est compliqué. Moi, le Chris Paul, Stephen Curry, j'ai quand même du mal à l'envisager sereinement. Klay Thompson, c'est une ombre. Draymond Green ne va pas en s'améliorant. Stephen Curry est incroyable. Ok. Est-ce que tu peux gagner un titre sur la base de Stephen Curry est incroyable? Moi, je pense que il peut porter très loin cette équipe. Ils peuvent arriver à faire des coups en playoff. C'est-à-dire que je pense que tu n'es jamais serein avant d'aborder une série contre eux parce que tu dis à tous les coups le petit génie il peut me sortir. Parce que c'est vrai, il a cette capacité, mais pas sur un échantillon de toute une campagne de playoff. Je Ah, pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible sur autant de temps. est-ce qu'on peut pas résumer finalement la place des Warriors dans ce tier 2 à Stephen Curry? C'est-à-dire que Stephen Curry t'empêche d'être au tier 3, mais en l'état, c'est compliqué de les mettre en tier 1. C'est un peu un dark horse, cette équipe. C'est un peu, c'est pas vraiment un contender, mais ils sont vraiment pas bons à prendre. Ils peuvent sortir des favoris. Je pense que je les vois plutôt dans cet aspect-là. Mais après, enfin, le déclin de cet effectif, il pointe le bout de son nez. Chris Paul, c'est pas première jeunesse, hein, clairement pas. Donc, est-ce que tu as récupéré plus de valeur par rapport à ce que t'as apporté Jordan Poole quand tu t'es fait sortir? J'ai envie de dire oui, c'était difficile de faire pire. Mais c'est Chris Paul de l'année 2023-2024. On sera en 2024. Donc, Ouais. c'est pas une garantie non plus. C'est compliqué. Ouais, on va pas ergoter pendant 1000 ans sur ce pauvre, sur ce pauvre Chris Paul. Mais du coup, oui. Est-ce que du coup, cet abandon de la double timeline, l'arrivée de Chris Paul, Ben, est-ce que ça suffit à mettre une astérisque, puisque j'imagine que un astérisque d'ailleurs, il me semble. Est-ce que ça suffit pour toi à les mettre voilà entre ces deux tiers, ou est-ce qu'ils sont tiers 2, clair et net? Tant qu'on parle de langue française, je remarquerai à 2 reprises l'utilisation du verbe ergoter. Hein, ça, c'est un détail. Mhm. Alors, par rapport Parce aux qu'on en Warriors, parle trop. deux choses. Ils sont là parce que, bien évidemment, il y a la caution Stephen Curry. Et deuxième chose, pour moi, ils sont là aussi parce que, justement, on est dans cette NBA multipolaire où je peux pas être aussi sévère sur certaines faiblesses de certaines équipes. C'est-à-dire qu'en gros, si pour moi, dans cette NBA-là, théoriquement, il doit y avoir 10 équipes qui sont plus ou moins proches du titre, bah
j'ai beaucoup de mal à faire une liste où les Warriors sont pas dans les 10. En fait, c'est difficile pour moi de faire cette liste-là. Donc, pour moi, ils sont vraiment bien installés dans ce deuxième groupe, au titre qu'on ne pourra pas révéler dans ce que j'ai envoyé du coup dans la trame, dans le podcast. Mais en gros, pour moi, ils sont vraiment dans ces équipes-là où, oui, il faut peut-être certaines choses qui vont dans leur sens. Je sais pas, c'est un Chris Paul. Bah voilà. Typiquement, un truc qui va dans leur chance, c'est Chris Paul qui, pour la première année depuis depuis peut-être 2009, fait une campagne de playoffs sans se blesser. Donc, c'est peut-être ça ce qui doit aller dans leur sens, mais il faut du respect sur le coaching, Stephen Curry, l'expérience, etc. La prochaine équipe, si on monte dans les standings, je vais la mettre de côté puisque c'est le finaliste NBA de cette année. Je pense que ce sera intéressant de l'évoquer. Je pense que les deux finalistes, on finira par eux d'ailleurs, pour voir où vous les avez, où je les ai aussi évidemment. Et en continuant de monter, la prochaine équipe, c'est aussi un cas intéressant et c'est un nom qui a été évoqué déjà dans ce podcast-là. Ce sont les Los Angeles Clippers. Et les Clippers, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que les Clippers, si on prend les critères à froid, à peu près tout est là. Ben, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on les a mis tier 1? Est-ce que les blessures sont un facteur trop important, finalement? Moi, ils sont 2. Il reste 2. Oui, les blessures sont un facteur trop important. De toute façon, c'est l'équipe la plus dure à classer de ce groupe-là. Parce que pour moi, en fait, tu peux me défendre, tu peux venir et me dire ils sont 3 parce qu'ils feront jamais une campagne de playoff en bonne santé et je pourrais te dire tu as totalement raison. Tu pourrais me dire ils sont 1 parce que Kawhi Leonard était le meilleur joueur sur le terrain du match 1 de la série entre les Suns et les Clippers, largement, dans un affrontement où il avait Devin Booker et Kevin Durant. Et je te dirais, oui, t'as peut-être raison. Donc pour moi, en fait, ils sont 2. Ils sont 2 parce que l'effectif reste pensé pour gagner le titre. Et ça, c'est important aussi. Il faut noter que l'effectif et la direction de la franchise va dans ce sens-là. Parce que ils ont toujours ce mec qui est top 5 DH20, sauf qu'il est un match sur une campagne de playoff et que ça commence à devenir un petit peu compliqué et qui, justement, teasing, il nous pose d'énormes problèmes pour le DH20, Kawhi Leonard. Mais pour moi, ils y restent parce qu'il y a à la fois cette puissance de feu, cette volonté de construire une équipe qui va au titre, et puis l'effectif reste solide, très très solide. Donc pour moi, ils sont là, mais eux, oui, c'est le concours de circonstances favorables, quoi, tout simplement. Ah bah justement, pour faire entre les deux, Madiane, tu seras l'arbitre du coup, parce que moi je les ai en 1, et tout simplement sur tout ce que tu viens de dire. Alors oui, les blessures, c'est-à-dire comme tu dis, j'entends tout à fait. Et d'un autre côté, si je reprends l'analogie que vous avez pris tous les deux, si je tombe dans le coma et je me réveille et vous me dites les Clippers ont gagné, je te dis ah, ils ont été en santé, ok. Et c'est tout, en fait. Tout le reste des critères y sont. C'est-à-dire que je vois le monde où si tout le monde est là, ils ont le niveau de jeu, ils ont l'investissement qui est mis. En tout cas, là, en 2023-2024, tu me dis les Clippers finissent par être la meilleure équipe au bout. Alors, il y aura forcément des circonstances favorables. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez évoqué dans le podcast de l'année dernière. Tous les champions ont des circonstances favorables, que ce soit pour eux ou entre guillemets contre leurs adversaires. Forcément, ça sera là. Mais pour moi, les Clippers font partie des équipes qui sont clairement, potentiellement, si on met les 100 balles, Madiane, je pense pouvoir les retrouver si on les met sur les Clippers. Je le ferai pas, spoiler. Ouais, je le fais pas. Bon, Madiane, pour aucune équipe. Ou déjà, faites-le pour aucune équipe, ne pariez pas d'argent sur la NBA. On est assez bien placé pour savoir que faire des pronostics, c'est rarement facile. Bon, Madiane, du coup, tu arbitres Clippers tier 2? Ouais, numéro 1 de mon tier 2. Mais en fait, c'est dur à classer. C'est un espèce de tiers à lui tout seul. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui est faite pour ça. Mais en c'est fait, comme Kawhi, à l'image de moi, au bout d'un moment, je Kawhi. crois que ce que je vois. Mais regardez, on regardait les statistiques des joueurs en isolation. Et sur l'échantillon de match qu'a joué Kawhi en playoff, 1,44. Et tu regardes ça et tu te dis, mais c'est pas possible. 1,44, c'est même Damian Lillard. Je me souviens qu'il avait éclaté les stats en isolation, je sais plus où c'était, mais l'échantillon est faible pour face aux Kawhi. Nuggets, ouais. Non mais voilà, on est dans ce genre de range là où on se dit c'est stupide, mais jamais, ça n'a jamais réussi. Et ça fait un moment qu'il est là. Ça n'a jamais réussi aux Clippers. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Plus le temps passe, moi, ça arrivera peut-être. Mais voilà, Ouais, bon, c'est la grande énigme. Plus le temps passe, plus le corps il est abîmé visiblement.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur comment dire, les états médicaux des joueurs. On peut que supposer, effectivement. Mais voilà, de toute façon, comme tu l'as très bien dit, Ben, c'est quelque chose dont on va reparler probablement en longueur, en tout cas pour présenter le TH20, parce que c'est une vraie problématique. Et les Clippers sont totalement à l'image de leur franchise player, mais aussi de leur lieutenant. Il y a aussi tout un tas de questions autour de Paul George. Donc passons à au-dessus. Passons à une équipe dont on avait envie de parler forcément. Bah tiens, Madiane, tu les avais évoqués. Ce sont les Phoenix Suns qui ont fait de sacrés moves cet été, de sacrées tentatives, peut-être à contresens de tout ce qu'on veut dire sur la fenêtre en 2023. Peut-être pas. Les Phoenix Suns, la fenêtre est ouverte, ils sont tiers 1, Madiane, quand même. Ouais, oui. Mais c'est tiers 1 avec tout mon scepticisme où je me dis, peut-être que j'ai On tort. sent d'ici. Hein. Non, mais en fait, c'est ça, c'est un tiers 1. Évidemment que c'est un tiers 1 quand même, trop de talent, etc. Mais moi, par exemple, c'est les questions que je pose sur l'effectif, c'est qui crée pour les autres? Ah, ça va être Bradley Beal à la main, les gars. Ouah, je suis sceptique quand même. Mais le talent est là. Il y a beaucoup de talent. Et en fait, tu peux gagner au talent. Tu n'as pas besoin d'être forcément une immense force collective. Il y a peut-être moyen de gagner au talent. Mais Ben l'a dit. On leur pose les Nuggets, on pose Nikola Jokic au milieu de leur salon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des doutes. J'ai des affreux doutes. Quid du niveau de Kevin Durant? J'ai d'autres doutes, etc. Mais bon, tu peux pas accumuler autant de joueurs forts sans être tiers 1 quand même. Ce serait ne pas respecter. Mais je demande à voir. Je demande à voir. Ben, est-ce que tu les as aussi en bas du tiers 1 ou est-ce que tu les as mis tiers 2? Ils sont dans le 1, mais je remarque que je pense que j'ai des équipes dans le 2 qui sont dans votre 1, même plusieurs. Pour moi, les Suns sont dedans parce qu'en fait, là où leur pari est hasardeux, je pense, de base, c'est-à-dire qu'en gros, on en a parlé en off, mais leur pari, c'est de battre les équipes sur de l'ISO, des meilleurs joueurs ISO de la NBA sur du mi-distance, avec une protection de cercle douteuse et sans création pour les autres, ce qui est quand même, rien qu'annoncé comme ça, paraît plus que douteux pour aller gagner un titre. Je peux pas leur enlever le fait que, et c'est Constant qui le répétait souvent, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux futurs champions en titre. Largement, ça veut dire qu'il y a eu 2-2 dans cette série et Devin Booker a été étincelant. KD a peut-être été un peu en dessous, mais ça reste Kevin Durant. Donc moi, je suis obligé de leur donner ce respect-là avec un vrai training camp, avec des role-players qui seront des role-players qui seront, oui, fait peut-être la fin du banc sera fait de brick et de broc, mais encore une fois, revenons dans notre contexte, on n'est plus en 2017 où le niveau de jeu pour entrer sur une finale de conf ou une finale NBA est drastique. Donc je pense qu'il y a pas mal de joueurs qu'ils ont intégrés cet été ce seront peut-être pas des joueurs positifs sur des moments de haut niveau en playoff, mais ils pourront jouer. Donc ils sont dans ce premier tiers, ouais, assurément. Pour moi aussi, et justement, tu as pointé du doigt ce que je voulais dire, c'est le contexte. C'est un peu quelque chose qu'on a répété là dans ce podcast. Il y a le contexte et la concurrence. C'est-à-dire que les Suns, en l'état, font partie des potentiels gagnants au bout. Oui, certes, il y a Jokic en face, c'est compliqué. Il y a un monde où Jokic, je le souhaite évidemment pas, mais il y a un monde où il ne croise pas la route de Jokic. Blessure, sorti par une autre équipe, que sais-je. Voilà, circonstances favorables. Les Suns sont quand même pas si loin avec justement ce pari qui semble anachronique, qui semble un peu surréaliste, un pari très 2K MyGM finalement, où on accumule des shotmakers de très haut niveau. Peut-être que ce sera Booker à la création, j'en sais rien, hein, de ce qu'ils vont tenter en termes de système offensif, ou peut-être que ce sera à toi, à moi, chacun son tour. Mais il y a un monde où ces gars-là, il y a trop de talent, donc pour moi aussi, ils sont 1. Et pour faire la transition ensuite, Ben, là, tu viens de dire que tu as probablement des équipes qu'on a 1 dans le 2, etc. Moi, c'est une équipe où il y a un astérisque à côté, et c'est intéressant, c'est la prochaine équipe dans les standings, c'est les 76ers. Évidemment, l'équipe du MVP en titre. Bon, le critère du MVP, du coup, il est bon. Joel Embiid fait partie de cet effectif. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura le fameux lieutenant James Harden? Et est-ce que vraiment les 76ers sont des contenders? Est-ce qu'ils sont tier 1? Est-ce qu'ils sont tier 2? Ben? Tier 2? Moi, ils sont 2, mais parce qu'en fait, pour moi, tu peux pas les mettre 3. C'est manquer de respect, en fait, de les mettre 3. C'est impossible de les mettre 3 et ils sont pas non plus dans le 1. Alors oui, il y a les questions autour de la viabilité de Joel Embiid sur des formats playoffs. Il y a les mêmes questions sur James Harden et sa capacité parfois à se cacher sur des fins de match en playoffs.
On peut tabler sur la projection et la progression. Voilà, 2 mots qui finissent en sion, mais pas les mêmes, de Tyrese Maxey. Après, c'est un effectif sur sa construction qui ne me donne pas assez qui ne me rassure pas assez pour les mettre dans le 1. Tout simplement parce que, oui, Joel Embiid a le statut MVP, mais là, et je sais que c'est le contre-exemple auquel vous pensiez tous, c'est qu'il a ce statut MVP en ayant beaucoup plus de questions sur des campagnes de playoffs que 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas ce statut MVP-là. Donc, pour moi, en fait, le tier 2, c'est la première équipe que j'ai mis dedans. Parce que pour moi, c'est impossible de les mettre 3. C'est vraiment, je l'ai déjà dit, ça serait manquer de respect. Ils sont pas dans le 1. Donc, ça leur va parfaitement. Madiane, j'ai vu acquiescer, je crois. Oui, il est sympa Ben parce qu'il les met de manière sèche dans le 2 en disant bah je les ai pas mis de tier 3, je respecte. Mais en fait, c'est pas ce qu'espèrent les fans des Sixers, mais non, c'est pas des contenders, c'est évidemment un tier 2 et c'est un tier 2 qui est embourbé en fait dans ce tier 2 parce que je considère que leur tête de pont n'est pas suffisamment forte. Ils sont pas un lieutenant prêt en fait d'y arriver. Ils sont à leur meilleur joueur qui s'affirme comme étant un top 5 NBA clair et sans bavure, ce qu'il n'a jamais montré de sa vie en playoff, et en plus avec une fiabilité physique pas parfaite. Alors on est loin de Kawhi, mais elle est pas parfaite. Et il loupe toujours 1 ou 2 matchs par-ci par-là sur ces dernières années quasiment à chaque fois. Donc c'est un tiers 2 où je serais très étonné si ça gagnait le trade. Vraiment, je serais très étonné. Le truc qui pourrait donner à cette équipe de l'espoir, c'est de la progression interne. Mais pareil, c'est très limité la progression interne dans cette équipe. Pour ça que j'ai l'impression qu'ils vont être embourbés et qu'ils sont embourbés dans ce tiers 2. Ouais, moi, je suis peut-être un peu moins sévère que vous. C'est l'équipe qui m'a posé. Voilà, j'ai dit que j'avais mis un astérisque à côté. Pour moi, c'est ça. Je les ai mis 2. Je les ai mis 2, bien sûr, mais tout en haut du 2 en me disant, en même temps, le contexte. Et quand je dis le contexte, je parle de la concurrence. Et quand je parle de la concurrence, je parle de la concurrence à l'Est. Puisque depuis tout à l'heure qu'on fait les tiers et qu'on parle du tiers 2, on n'a pas cité beaucoup d'équipes à l'Est. Alors évidemment, il y a un Dark Horse, comme tu disais tout à l'heure, Madiane, qui sont nos finalistes de cette année. Il y a une autre équipe qu'on n'a pas encore citée, et on va y arriver, ce sont les Boston Celtics. Mais après, la concurrence à l'Est, voilà, les équipes sont dans le tier 3. Et il y a un monde, voilà, où je me dis que tu te retrouves en finale NBA. Et si tu te retrouves en finale NBA, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors évidemment, ils sont quand même encore dans le tier 2 par rapport à tous les doutes que vous venez d'émettre. Je ne vais pas tout reciter. Mais le fait qu'il y ait peu de concurrence dans ces tiers-là, de fenêtres ouvertes justement à l'Est, fait que je peux imaginer un monde où les Sixers se retrouvent en position de gagner. Alors gagner, j'ai vraiment du mal, j'ai même du mal à le dire. Mais je peux imaginer un monde où ils se retrouvent dans cette position, donc c'est pour ça que je les ai vraiment entre 2 et 1, et je leur souhaite, et évidemment, tout ça est conditionné par le cas James Harden, qui a priori devrait s'en aller, et c'est vrai que s'il s'en va, bon, la fenêtre se referme encore une nouvelle fois un petit peu plus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais. Là où je serais peut-être pas d'accord, c'est que, première chose, il y a 3 équipes et ça fait quand même beaucoup. Il y a Celtics, Bucks, Heat. Et moi, ce qui m'embête, et on salue Amine, qui l'a déjà vécu, c'est que ces Sixers-là, historiquement, on va dire les Sixers menés par Joel Embiid, parce qu'il y a eu plusieurs changements d'équipe, non seulement ils ne gagnent pas les séries qu'ils sont censés perdre, mais ils perdent les séries qu'ils sont censés gagner. Et c'est ça mon vrai problème avec eux. C'est qu'en fait, il y a un moment, j'ai jamais réussi à l'expliquer ça de manière analytique, je sais pas, mais il y a un moment où il faudra que tu gagnes des séries où c'est à kiff 50-50, ils les perdent toutes. Et les séries qui sont censées expédier, ils arrivent à se faire du mal. Donc, je peux pas y croire. Ouais, non mais je suis plus ou moins convaincu. J'ai essayé de me faire un peu l'avocat parce que voilà, j'imagine un monde où si Embiid trouve, voilà, j'ai envie de faire l'avocat des blessés. J'ai l'impression sur ce podcast, mais effectivement, l'histoire en tout cas, l'histoire récente des 76ers ne pousse pas à l'optimisme. Et je sais que justement, tu l'as dit, Amine n'est pas des plus optimistes pour un changement en tout cas d'ici à cette saison. Ben justement, continuons et restons à l'Est. On va enchaîner avec des équipes à l'Est. Les Bucks seront un peu plus tard, Ben. D'abord, les Boston Celtics. Boston Celtics, dont on a parlé notamment la semaine dernière, du coup, dans le podcast avec Tom, avec ce changement de paradigme, avec
cette arrivée de Kristaps Porzingis. Alors, Madiane, j'ai bien envie de t'entendre. Est-ce que tu y crois? Est-ce que Boston reste, j'ai envie de dire, dans le tier 1, vu que a priori il y était ces quelques dernières années? Qu'est-ce qu'on en pense de ce forcing des Boston Celtics? Eh ben, je me suis pas exprimé dans le précédent podcast sur le sujet, je n'étais pas là, mais moi, je suis pas un grand fan de ce qu'ils ont fait. Euh, je comprends l'idée, je l'approuve pas, mais je la comprends l'idée. Et du coup, je les vois pas spécialement plus haut que l'an dernier. Est-ce que je les redescends d'un tiers? Je trouve que ce serait trop leur manquer de respect. Du coup, je me suis mis un entre-deux. Ils sont tout en bas du tier 1. Je les mets Tout en bas. tier 1. J'accepte l'idée du tier 1. J'ai des doutes aussi sur la capacité à se muer en vraiment maxi joueur dominant dans les séries parce qu'il le sera pas souvent du coup de Jason Tatum. En fait, c'est un peu un outsider dans le joueur dominant dans la série. Quand tu l'as pas le joueur dominant dans la série, c'est souvent compliqué. Et je pense que ça peut devenir compliqué face à des gars comme Devin Booker, où je pense que si on met dans une hypothétique finale les deux, Devin Booker, je pense, nous fera plus un carton. Parce que il m'inspire plus cette idée-là que Jason Tatum. Et c'est ça, Madiane qui tease le DH20, qui voit beaucoup ça sur le prisme individuel des top joueurs. Alors je sais aussi que le cas du forcing entre guillemets des Celtics sur cette fenêtre Tatum Brown, c'est quelque chose dont vous aviez parlé l'été dernier. Donc Ben, comment tu le vois, ce changement quand même avec l'arrivée de Porzingis quand même, ce qu'on t'a pas entendu toi non plus sur ce trade-là? Alors, petit aparté, mais effectivement, la fenêtre des Celtics, on en avait parlé. Il faut savoir que je m'étais beaucoup appuyé sur un article à cette époque-là de Jared Dubin qui a, ironie de l'histoire, réactualisé son article quelques semaines avant notre premier épisode. Et en le réactualisant sur 538, tu te rends compte que la fenêtre actuelle des Celtics, elle est en cours depuis 2017. Donc c'est une des fenêtres les plus longues qui n'aboutit pas sur un titre. C'est inhumain de faire une fenêtre aussi longue qui aboutit non seulement pas sur un titre, mais sur une pauvre finale de NBA. Mais passons. Moi, on est sur TikTok maintenant, donc il nous faut du contenu. Moi, j'ai les Celtics dans le tiers 2. Pourquoi? Parce que, pour moi, et je sais que ça va pas, quand je vais annoncer certaines autres des équipes que j'ai dans le 1, du coup, on va me contredire, mais encore une fois, je vous dirai, allez voir le DH20 après. J'estime que pour être dans le tier 1, il faut avoir le critère top 5 NBA. En fait, pour moi, là, il est obligatoire. Et je ne mets pas Jason Tatum. J'attends de voir. Je suis en stand-by. Teasing, c'est un débat qui aura lieu dans quelques jours dans Dunk & Friends, dans le premier épisode, avec un de nos invités. Et moi, j'attends de voir, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ils ont tout. Ils ont absolument tout du tier 1. Mais le problème, c'est il faut que Jason Tatum me montre les gages de première option qui gagnent le titre en termes de domination. Madiane, au final, t'as les mêmes doutes que moi. En fait, t'as les mêmes doutes que moi, sauf que tu les sanctionnes plus en envoyant tier 2, alors que totalement. moi, je doute, mais je maintiens parce que sur d'autres critères qui sont certainement importants, ils sont quand même très au-dessus de la barre minimale. Je vais revenir une nouvelle fois avec la même, la même chose que pour les 76ers, cette histoire de concurrence. Je pense que voilà, et plus ça va, si on élimine les 76ers, les Celtics sont parmi les 2-3 équipes qui peuvent se retrouver. Si tu es du bon côté du tableau, et on l'a vu d'ailleurs cette année, bon, ils ont fini par se faire sortir par le 8, mais finalement, ça s'est pas joué à grand chose, en tout cas moins que ce qu'on aurait pu penser en début de série. Donc voilà, tu arrives très très vite en potentiel finale NBA, et donc potentiellement tu deviens champion NBA. Donc je les ai aussi là. Ils sont aussi un peu bas dans mon tier 1 dans l'idée quand j'ai commencé à le penser. Mais pour moi, ça semble assez compliqué de dire que la fenêtre est fermée, notamment puisqu'il y a un nouveau pari qui est intriguant. Est-ce qu'il va marcher? Je sais que je fais partie peut-être des plus optimistes de cette arrivée de Porzingis. C'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, pour moi, ils sont aussi à ce niveau-là. Et là, on va arriver au point intéressant. Je pense qu'on arrive... Alors, il y a peut-être une équipe qui est encore tier 2, mais on y reviendra encore après. D'abord, on va parler de celle qui a été sortie au premier tour par un des finalistes. Et Ben, je vais me tourner vers toi forcément, puisqu'on parle de l'équipe
de Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks qui ne changent pas leur formule. On se retrouve toujours avec la même ossature. Ils ont réussi quand même à garder Brook Lopez qui était un peu un nœud intéressant de cette intersaison. Même ossature que précédemment, juste une équipe qui vieillit. Est-ce que, bon, tu les as quand même toujours tier 1, j'imagine, puisque pour toi, et Giannis quand même dans cette équipe. Et j'insiste, je sais, je suis mesquin. Il y a Giannis dans cette équipe. Donc, non, ils sont tier 1 parce que on va pas encore disserter sur leur série face au Heat, où ils sont pas bons, hein, ils font pas une bonne série, mais où encore une fois, on en a parlé dans le post-mortem des Bucks, où ils se prennent quand même une équipe qui réalise une série historique au niveau du tir. Les Celtics peuvent en témoigner aussi, hein, ce Heat-là. Donc, non, pour moi, les Bucks sont encore dedans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà si on reprend un peu nos critères qui ont été mis à mal, hein, par les Nuggets, mais ils ont le MVP, ils ont le top 5 NBA, ils ont le statut de contender d'année en année, c'est-à-dire qu'ils se ratent sur cette année-là, mais en gros, ils font partie des favoris depuis plusieurs années. Ils ont pour moi cette stabilité, ils ont les 2 All-Stars. Alors, Chris Middleton a quand même la faculté, on le sait, à avoir beaucoup de variance sur des campagnes de playoffs en termes de réussite au tir, en termes de qualité de tir pris, et parfois même en termes de présence, en termes de shot making, etc. Mais ça reste Chris Middleton, ça reste un All-Star. Il y a Jrue Holiday qui reste toujours probablement le meilleur défenseur sur le point of attack en NBA ou pas loin. Avec Caruso, je vais te donner ça, Adrien. Tiens, pour toi, j'ai été méchant avec les Bulls. Donc, pour moi, ils ont trop d'éléments pour pas être... Ils sont tier 1. Surtout qu'ils ont cet argument de domination. Encore une fois, pour moi, la présence dans le groupe 1 sous-tend que tu as un joueur ultra dominant sur des séquences de playoffs, et j'estime que ils l'ont avec Giannis. Donc, vu qu'ils remplissent les autres critères, ils y sont. Madiane, ils sont tier 1. Je ne sais pas si tu as grand-chose à ajouter sur les Bucks. Non, ils sont tier 1. Après, ça commence à se rétrécir. C'est surtout ça. C'est que avant, je discutais pas, je mettais tier 1 et je discutais absolument pas. Là, j'ai quand même pris le temps de la réflexion en disant attends. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que vraiment c'est un tier 1? Oui, sans doute. Ok. Quels sont mes doutes? J'ai plus de doutes par rapport à cette équipe. C'est un tier 1 évident, mais quand même, il va falloir sans doute, si tu as Giannis, changer certaines choses dans le futur si tu as envie de le rester. Oui, la question de la prolongation de la fenêtre de titre, je pense que c'est quelque chose, vas-y, ça pourrait presque être un teasing d'un épisode 3, mais ça pourrait être intéressant, notamment quand tu as le cas de Giannis, et vous l'aviez déjà évoqué dans le podcast précédent, mais pour les doutes dont vous parlez, c'est vrai qu'il y a ce qui s'est passé cette année, et je ne vais pas parler de la série face à Miami, mais plus du fait qu'ils aient passé une grande partie de la saison sans Middleton, et qu'on s'est retrouvé aussi à faire des débuts playoffs avec un Giannis qui est revenu de blessure, est-ce qu'il était vraiment à 100%? Voilà, la problématique autour des Bucks, c'est celle de l'âge, en tout cas, et de peut-être des blessures qui peuvent se répéter au fur et à mesure, puisque le corps, comme on dit, de cette équipe, le centre de cette équipe sont des joueurs qui continuent d'avancer, et hormis Giannis, qui sont plutôt sur la pente descendante a priori, mais c'est difficile de les sortir du tier 1. Donc tier 1 pour les Bucks, nous restent les 2 finalistes de cette saison. Allez, je garde le meilleur pour la fin. D'abord, les champions NBA, les Denver Nuggets. Bon, les Denver Nuggets, champions NBA en titre. Alors certes, on a perdu quelques joueurs ici et là. Je pense notamment à Bruce Brown, de joueurs importants qui ont eu de l'impact dans ces playoffs. Mais a priori, bon, Madiane, je tourne vers toi. Bon, les Nuggets sont candidats à leur propre succession. La fenêtre est toujours ouverte quand même. Oui, fenêtre ouverte, et c'est même mon numéro 1 du tier 1. Parce que mine de rien, il va falloir aller les chercher, et que dans tous les match-ups contre les autres équipes du tier 1, je les vois devant. Parfois pas de beaucoup, mais je les vois devant. Et donc je me suis dit que c'était un numéro 1 assez logique, étant donné que je pensais les choses ainsi. Donc oui, pour moi, la plus facile en tout cas équipe à mettre dedans. Je suis à peu près d'accord, je n'ai pas grand chose à rajouter. Denver Nuggets, pareil, numéro 1 du tier 1. Ben, je t'ai vu quand même avoir la tête qui secoue, peut-être par rapport au match-up. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de numéro 1 je les ai pas classés à l'intérieur des groupes. En fait, ça dépend. Et je te fais une transition, Adrien. Damian Lillard est à Miami, en fait. On est d'accord. Ça va être la question qu'on va se poser, forcément. Ça va Et être à la question Miami. qu'on va se poser.
a priori, on se dirige vers ça, mais pour l'instant, à l'heure où on enregistre, soyez-en témoins, sauf si ça évolue. Pour le moment, il est toujours à Portland. Parce que si elle est à Miami, d'abord, Miami est dans le premier groupe, première chose. Deuxième chose, il y a débat. Moi, j'annonce, si Damian Lillard est à Miami, je vais être un peu insupportable. Faisons les deux en même temps. Vas-y, fais du Miami. Je risque d'être insupportable avec Miami cette année parce que pour moi, je pense que je déteste utiliser cette expression. Donc ça veut vraiment dire que j'y tiens vraiment. Il faut s'arrêter sur la saison régulière de Damian Lillard. Parce que la saison régulière de Damian Lillard, elle est dingue cette année. Elle est complètement folle. Mais sachant que son équipe, etc., on connaît la fin de saison des Blazers. Damian Lillard à ce niveau-là, pour moi, est un joueur qui peut prétendre sur une campagne de playoff à être top 5 NBA. Si il remontre ce qu'il a montré pendant la saison régulière et par extension ce qu'il a montré en playoff contre Denver il y a maintenant de ça 2 ans. Donc, partant de ça, avec Jimmy Butler qui peut se transformer par épiphénomène en dieu sur des campagnes de playoff, la qualité de l'effectif, même s'il sera modifié, la qualité d'explosera. Pour moi, leur fenêtre de titre est grande ouverte si Damian Lillard arrive. Effectivement. Ouais, je pense que tu as un peu tout résumé. Madiane, je te redonnerai bien sûr la parole sur le hit. Moi, pareil, autre équipe à astérisque, puisque pour moi, en gros, Miami sans Lillard, d'abord, pour moi, ça reste tier 2, avec la perte notamment de Vincent et de Strus, et le fait qu'il y ait eu quelque chose d'anormal qui se soit passé cette saison. Alors, on pourrait dire, oui, il n'y avait pas Tyler Hero. Certes, j'entends, mais c'était quand même assez surréaliste, même si, voilà, que jamais ils descendent tier 3, puisqu'évidemment, vu ce qu'on vient de voir, si tu me dis Miami gagne le prochain titre, je te dirais, très bien, qu'est-ce qu'a encore fait Jimmy Butler ? Voilà, mais avec Lillard, et là je suis bien d'accord avec toi, avec Lillard, il commence à discuter, avec le Lillard qu'on vient de voir, et on en reparlera, je pense, au DH20, parce que le cas Lillard est assez intéressant sur l'espèce de juge de paix qu'il est devenu à force d'être un joueur extraordinaire dans une équipe qui ne gagne rien. Mais voilà, avec un Lillard en plus, je pense que moins Gabe Vincent, moins Max Strus, plus Damian Lillard, ça devrait aller quand tu veux ouvrir ta fenêtre de titre. Madiane, sur le hit, avec ou sans Damian ? Oui, alors, en situation actuelle, ils sont en haut du tier 2. Évidemment, avec Damian Lillard, ça switch très, très, très haut. Mais j'ai préféré faire l'exercice à date. À date, ce sera difficile quand même de retaper ce qu'ils ont tapé. On en a parlé des anomalies statistiques, du fait que en fin des fins, passer 2 fois les Bucks et les Celtics, va falloir quand même aller s'accrocher. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire, donc c'est un tiers 2 tout à fait solide, très 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 solide. Mais on a encore vu cette année que même si passer ces Bucks et ces Celtics, faut passer encore l'étape d'après. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Donc c'est du tiers 2, ça peut pas être du tiers 1 pour ces raisons. Et maintenant avec Damian Lillard, t'ouvres la fenêtre, t'ouvres la fenêtre en grand et tu fous un bon coup de pied dedans, clairement. Mais je pense que ça fait pas l'objet d'un débat. Et oui, là, ça commence à ressembler à une bonne tête de favori. Parce qu'ils auraient moins de problèmes que les autres équipes à l'Est. La liste des favoris, on y reviendra probablement avec les previews avant la saison. On a fait une liste pendant un bon moment sur ce podcast. Alors évidemment, je me suis un peu moqué en vous disant oui, l'été dernier, vous avez fait 1h20. On est déjà à plus d'1h20. Donc évidemment, bravo. Mais voilà, on va faire un peu une conclusion autour de tout ça, notamment sur cette histoire de fenêtre de titre. C'est quand même le principal. Combien d'équipes dans le tier 1, juste pour savoir combien d'équipes vous avez chacun dans le tier 1 pour voir est-ce qu'on est sur vraiment une période où on a plus de potentiel champion NBA. Pour vous, il y a combien d'équipes qui ont la fenêtre grande ouverte ? Ben, je commence par toi. Je crois que tu en as le moins chez nous. J'en ai 4 dans le 1, mais pour moi, en fait, les équipes du 2, c'est entrouvert. Mais pour moi, j'en ai 4 dans le 1. J'ai Nuggets, Bucks, Suns, Heat. Encore une fois, je pars du principe que Damian Lillard sera un membre du Miami Heat en début de saison. 4. Madiane, toi, t'en as combien du coup ? Donc, le Heat est en tier 2. J'en ai 4. Du coup, Nuggets, Suns, Bucks, Celtics. Et si Damian Lillard atterrit à Miami, j'en aurai 5. Eh bien, écoutez, moi, du coup, il me semble que ça fait 5. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Nuggets, Bucks, Suns,
Celtics et Clippers. Je l'ai dit pourquoi j'avais les Clippers, ce qui m'en fait une de plus que vous, et Miami évidemment en ballottage. Éventuellement Philadelphie, on ne sait jamais, mais non, ils sont bel et bien dans le trail 2. Donc on est sur 5-6 contenders. Donc j'ai envie, pour qu'on conclue tout ça, qu'on voit, est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup? Est-ce que si on rajoute le tiers 2, ça fait beaucoup? Est-ce que vraiment, voilà, il y a plus de gens que ce qu'il y aurait eu il y a 5-6 ans, Ben, par rapport au moment où on avait les Warriors et les Rockets? Alors forcément, c'est une question qu'on n'avait pas prévue spécifiquement dans la trame, mais je pense que c'est quelque chose qui conclut bien. Est-ce que vraiment, on a plus de monde maintenant, plus de potentiel? Et est-ce que finalement, si tu étais proprio, tu auras envie de mettre des billes pour les années qui arrivent, d'ouvrir la fenêtre, de tenter d'ouvrir la fenêtre? Je pense que oui, parce qu'en fait, alors si on devait faire, ce qui serait très compliqué, hein, si on devait faire l'exercice, remonter dans le temps et déterminer en connaissant le futur, ce serait vraiment hasardeux comme exercice. Mais si on devait refaire les favoris, peut-être en 2016, 2017, même avant, je pense que moi, la grande différence aurait été que il y aurait peut-être eu le même nombre d'équipes dans le premier groupe, mais j'aurais considéré que les équipes du deuxième groupe étaient beaucoup plus loin. Là où, encore une fois, je considère que les équipes du deuxième groupe ont une chance. Et par exemple, pour moi, l'écart type entre les Celtics qui seraient, je les ai pas classés, mais qui sont aux portes du premier groupe, et les Suns qui sont aux portes, mais du mauvais sens, du deuxième groupe, aux portes de sortie, bah, il est assez minime, en fait, en soi. Donc, pour moi, c'est plutôt le fait que, encore une fois, l'élite de l'élite se dégage moins qu'il y a quelques années. Et est-ce que ça veut dire aussi, je mets une question subsidiaire et ça laisse un peu plus de temps à Madiane du coup pour préparer sa réponse, ça veut dire que la fenêtre de ceux qui sont en haut du tiers 1 est moins ouverte que ce qu'elle aurait été quand il y a moins de concurrence? Parce que c'est aussi ça, est-ce que tu vois il y a plus de monde où les Nuggets ne font pas de back-to-back par exemple, ou les Bucks ne gagnent pas le titre? Bah oui, typiquement, je pense que les Nuggets, comme les Bucks, comme les Suns c'est un peu différent, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ils seraient beaucoup plus friables suite à la blessure d'un role player que certaines grosses équipes il y a quelques années, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas. Mais beaucoup plus à cheval sur les critères. Aaron Gordon se pète, tu vois, pour moi, la fenêtre, elle se referme. Là où le quatrième meilleur joueur d'une équipe qui se pète, je sais pas si dans certaines des autres équipes qu'on avait eues ces dernières années, la fenêtre se serait refermée. Brook Lopez se pète, les Bucks, c'est terminé. À la seconde où il se pète. Et tu peux faire ça avec beaucoup d'équipes, là où je sais pas si c'était le cas. Mais encore une fois, comme on l'a dit, c'était un moment où l'environnement était assez particulier. Monde bipolaire, deux superpuissances. Peut-être avant, il y en avait un peu plus. Pour moi, le cœur de la comparaison, je suis désolé parce qu'en fait, je vais détruire le podcast avec cette phrase-là. Je pense que la comparaison la plus viable, c'est le début des Heaters, en fait. Je pense que il faut plus comparer avec ce moment-là qu'avec cette espèce de bulle où on a eu genre peut-être la meilleure équipe de tous les temps et LeBron James au firmament. Bon, Madiane, ça t'a laissé un peu de temps. Est-ce que tu partages ce constat sur le fait que ce soit plus concurrentiel, on va dire, en tout cas, entre les tiers 1, 2, 1, 1,5, on va dire ça comme ça? Ouais, en fait, c'est exactement le même constat, c'est-à-dire que le tiers 1 c'est ouvert, mais en fait le tiers 2, on envisage que ça gagne. Alors qu'avant on n'envisageait pas que ça puisse gagner. Est-ce que vraiment les Hawks au moment où LeBron James ou les Raptors au moment où LeBron James martyrisait l'Est, franchement, s'ils gagnaient le titre, c'est quoi? C'est LeBron James s'est blessé, qui était un truc qui n'était jamais arrivé. C'était ça en fait. Donc bon, on est quand même sur pas loin de un astéroïde frappe la Terre, parce qu'à cette époque-là, c'était un véritable Iron Man. Donc, c'était pas possible. Donc oui, en fait, on a des tiers 2 qui ramassent des miettes de probabilité. On peut avoir du hit qui nous donne des surprises. On peut avoir des Warriors qui viennent sortir des équipes du tiers 1 dans le plus grand des calmes avec un Stephen Curry historique. On peut avoir un Clipper sans santé qui vient arracher tout le monde à l'ouest parce qu'en fait Kawhi Leonard s'est pas blessé et du coup ben ça clique. Voilà. En fait, les équipes de tiers 2 sont extrêmement dangereuses. Dans le tiers 2, on a les Lakers, ils font finale de conf. J'aime pas cette équipe telle qu'elle est, mais ils font finale de conf et ils sont tiers 2. Donc en fait, on a des équipes de tiers 2 d'un niveau bien plus dangereux que
que ce qui était le cas par le passé, et donc du coup les équipes de tier 1 ont forcément moins de chances de l'emporter par rapport à elles. C'est assez intéressant de finir par ça, de se dire les tiers 1 sont peut-être moins forts que ce qu'ils ont été, les tiers 2 sont peut-être plus forts, en tout cas le niveau est plus resserré. Je pense que ça fait une bonne conclusion à cet épisode 2, j'ai envie de dire, des fenêtres de titre, puisque peut-être que Ben t'a teasé finalement une nouvelle mise à jour qu'on pourrait se faire avec, on en l'avait évoqué entre nous, on n'a pas pu en parler cette fois-là, mais des comparaisons historiques. Tu viens d'évoquer les Heatles, mais il y avait aussi peut-être l'ère post-Jordan qui ressemble peut-être à l'ère à laquelle on est là. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire dans un épisode 3. En tout cas, voilà, on va quand même conclure, arriver à l'heure et demie, ce nouveau podcast théorique de l'été. On a aussi, en parlant de teasing, on a aussi beaucoup teasé le DH20. Ça va arriver très vite pour les auditeurs, les auditrices. Préparez vos votes, commencez à réfléchir, parce que c'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît. Notamment si vous nous écoutez, ça paraît très très simple, mais une fois qu'on s'y penche, faire un classement, c'est pas si simple. Donc évidemment, le DH20 arrivera pendant l'été. On aura d'autres podcasts théorie de l'été, comme je les appelle, notamment grâce au format Dunk & Friends. Ben en a parlé. On aura des invités chaîne de Kebdo, des podcasts très intéressants, de très beaux invités. Bon, Ben, tu les as tous faits. Je crois qu'ils ont été au niveau. Belle sélection d'invités. Très, très belle sélection. C'est une sélection DH20 invité. Voilà, magnifique teasing. Et évidemment, eh bien, vous pouvez continuer de nous suivre un peu partout, tout au long de l'été, et puis jusqu'à la saison prochaine, sur les plateformes de podcast, sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en vidéo sur YouTube, avec les shorts qui ont été développés, également donc sur TikTok, comme le disait Ben en début de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à vous retrouver Dunk Kebdo de partout, vous êtes les bienvenus. On vous souhaite évidemment un très bel été. Hydratez-vous bien. Pour ceux qui aiment le cyclisme, puisque Ben en a parlé, amusez-vous bien également. Et puis, on se donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Merci Adrien, et puis bon été. Et préparez-vous, le DH20 arrive. Tchuss. Préparez-vous. Salut.